tout cas pour moi. Qu'est-ce qui vous a déterminé à écrire? Il y a eu un déclic? Ça s'est passé comment pour vous? Je ne saurais pas dire s'il y a eu un déclic. Il y a eu un... En fait, j'ai été un élève pas très intéressé à la lecture et à la littérature, pas très intéressé à l'école en général, on va dire. Jusqu'à mes 16-17 ans, quoi. J'ai quand même eu la chance de pouvoir entrer en lycée général, quoi. Ça a été coton, hein. Après quelques exclusions de collège. Mes parents m'ont foutu dans une institution catholique quand j'avais 16 ans pour que je me tienne à carreau. Et en fait, ça a été alors c'était pas bien, c'était chiant, mais en fait, comme j'étais en internat, pour sortir de l'internat, je me suis trouvé plein d'activités pour sortir le soir, tout ça. Il y avait notamment un club de théâtre où je suis allé un peu comme ça. Et je dirais pas que de jouer m'a fait plaisir. Enfin, c'était agréable parce qu'on s'amuse bien en jouant. Mais je n'aurais pas dit que c'était une grande révélation. Mais par contre, ce qui a été assez fort comme révélation, on va dire, c'est le fait que enfin, le théâtre, c'est un exercice collectif de lecture. C'est-à-dire que la troupe, elle va se pencher collectivement sur un texte et trouver collectivement le moyen de mettre ça sur une scène. Alors il y a bien sûr ce tyran qui s'appelle le metteur en scène qui arrive des fois et puis qui essaie d'imposer sa vision, mais il est toujours, tout ça se fait toujours dans une négociation avec les gens qui seront concrètement sur scène. Et toute l'équipe. Et donc en fait, de découvrir cela, en fait, je me suis aperçu que je pouvais moi-même être, d'une certaine façon, un lecteur. Je pouvais être un lecteur aussi. Je pouvais faire usage d'un texte. Parce que la façon dont ça faisait écho en moi, je pouvais m'en servir dans ma vie. Je pouvais en discuter avec les autres. Je pouvais même le dire sur une scène. Je pouvais même être en position d'autorité pour transmettre ma lecture, de certaine façon. Et ça, le Thomas de 16 ans, ça a été une découverte. Voilà. Que la littérature, c'était pas juste une matraque. Quoi. C'était pas juste un truc c'était pas juste un outil de violence symbolique qu'on me ramenait à la gueule en tant qu'enfant d'ouvrier, c'est-à-dire au fond, les autres enfants lisaient plus, ceci, cela. Voilà. Et à partir de là, j'ai beaucoup lu. J'ai tout lu. Enfin, tout ce que je trouvais un peu. Et donc, j'ai plus besoin de trouver beaucoup d'activités, parce que ça meublait aussi mes soirées au CDI, à ce moment-là. Et en fait, c'est par la lecture ensuite que l'idée d'écrire m'est venue petit à petit. Et je suis entré, j'étais le premier de ma famille à aller à l'université, je savais pas trop ce que c'était. Alors j'ai dit, il y avait une section d'études théâtrales. Mon Dieu, c'était assez n'importe quoi à Strasbourg. Mais bon, j'y suis allé. Et là-bas, j'ai d'abord milité dans des organisations politiques, dans des syndicats de façon très assidue. Et puis, j'ai rencontré une doctorante qui était aussi dramaturge et qui était une amie d'Antoinette Richner, qui elle avait fait à l'Institut littéraire suisse. Et elle m'a dit voilà, je fais un atelier d'écriture en fait avec cette doctorante. Et un jour, je suis le seul à venir en cours. Et puis elle me dit un peu, moi Thomas, on va parler de ton avenir. On n'est pas obligé, mais faisons-le, pourquoi pas. Et en gros, elle m'a aidé à faire un plan pour mon dossier d'admission à l'Institut littéraire suisse avec des textes que j'avais écrits avec elle en atelier d'écriture. Et je me suis dit pourquoi pas, au fond. Pourquoi pas essayer, on verra bien. J'étais persuadé que ça ne marcherait pas. Puis ça a marché. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'Institut littéraire suisse, à partir de là, j'ai pas arrêté d'écrire. Tout le temps. Et j'ai pas arrêté de me penser qu'à la littérature. C'est un grand mot la littérature, mais ça peut être juste le fait, ça peut être juste un autre mot pour la poésie et la fiction, pour la beauté, voilà. Et j'ai pas arrêté de vivre avec ça. Voilà. Aujourd'hui, je crois que la plupart de mes amis, même écrivains, m'accompagnent également. Voilà. Depuis, j'ai pas, donc il n'y a pas vraiment eu un déclic. Ça a été un long processus. Et j'ai jamais non plus réfléchi à ma légitimité. Voilà. Je suis arrivé à l'Institut littéraire suisse et là j'avais de l'espace, j'avais des gens qui me lisaient, j'étais entouré d'autres gens qui écrivaient, et je me suis dit en fait c'est super bien quoi. Voilà. Merci.
j'ai des amis qui ont des histoires merveilleuses à raconter sur leur arrivée dans l'écriture. Fait que quand ils écrivaient des livres à 6-7 ans, j'étais vu Paulo Pellegrino il y a quelques jours qui disait ça, je ne sais pas trop ça quoi, en fait. Si je ne m'abuse, vous êtes cofondateur d'un collectif franco-suisse littéraire, hétérotrophe, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup réfléchi, c'est le problème. Vous pouvez en dire quelques mots? Moi, je me suis un peu éloigné de ce collectif, mais non, mais en fait, c'est des grands amis. Hein. C'est toujours simplement que j'ai assez à faire avec mon propre travail. En gros, ça a été franco-suisse en fait parce que je suis le seul français. Hein. Mais ça a été fondé. Quand on est, en fait, les études d'art, c'est merveilleux et c'est cruel parce que on a presque des conditions de travail professionnelles lorsqu'on étudie. On est entouré par des gens qui font la même chose que nous et on passe notre diplôme et ensuite, voilà, démarre-toi. Et d'un seul coup, on ne sait plus trop quoi faire avec cette écriture, avec cette pratique qu'on a eue de façon très, très suivie pendant des années. Et en fait, avec des gens qui ont fait cette formation, donc, Arthur Bruguère, qui est publié chez Zoé maintenant, Romain Buffat, qui est publié chez D'autre part, Leila Pellec, qui est traductrice et dramaturge, Pablo Jacob, qui est dramaturge, en ce moment dramaturge résident au théâtre du Jura, parce que c'est le Jurassien de service, et Gaïa Grandin, qui est poète. Eh bien, on s'est juste dit, on va monter ce collectif, parce que comme ça nous fera des occasions d'écrire ensemble. On va trouver, voilà, en gros, l'idée c'était de mutualiser un petit peu les commandes. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on me commande quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, le Journal du Jura va me commander un feuilleton d'été. Et là, je vais dire, j'ai pas le temps de le faire moi, mais j'ai des amis proches qui n'ont pas beaucoup de travail en ce moment, je vais leur donner, quand ça va leur faire une petite note, et en même temps, ça va nous donner l'occasion de travailler ensemble. Voilà comment ça fonctionne, en fait. C'est pas un collectif comme l'a pu être des amis d'un autre collectif qui s'appelle La Jarre, où là, ils sont vraiment très actifs, comme une troupe de théâtre, presque comme une compagnie. Nous, on l'a plutôt comme c'est un peu notre maison de campagne, on va dire. On s'y retrouve pour faire des choses ensemble. Et en ce moment, ils sont en train donc sans moi, parce que j'avais pas le temps de le faire, mais ils sont en train d'écrire une pièce de théâtre pour les étudiants en master de mise en scène de la manufacture à Lausanne. Enfin à Malais. Voilà. C'est pour moi un lieu important dont je dispose et qui est surtout en dehors du marché. Et je m'explique, c'est-à-dire que on ne fait pas ce collectif pour gagner de l'argent, on ne fait pas ce collectif non plus pour accumuler de la valeur symbolique pour nous. On a chacun notre activité d'auteur, mais simplement, moi je me suis aperçu, on s'est assez vite aperçu qu'on finirait bientôt plus en tant que professionnel du texte, on finirait bientôt plus par écrire que sur commande. Alors, écrire pour notre éditeur, écrire pour les livres, écrire parce que tel journal nous a demandé un texte, parce que tel théâtre nous a demandé quelque chose. Je travaille aussi pour le cinéma. Voilà. Et donc, à la fin, le collectif, ça pouvait aussi être un lieu où on écrivait juste pour nous et pour les autres, comme ça. Sans réfléchir à dans quel segment de marché on peut se positionner. Ce genre de choses qu'on fait même malgré nous, parce que tout ça, ce sont des choses que je vomis en vérité, mais que je suis bien obligé de faire parce que j'ai envie que mon œuvre soit lue, et que j'aime cette idée-là d'engager une conversation avec cet inconnu qu'est le lecteur à travers le livre. Et pour cela, il faut que je m'engage là-dedans. Ça prend beaucoup de temps et de ressources et d'énergie. Mais le collectif, on ne se pose pas la question du marché, on écrit, c'est tout. On a écrit des livres sans les signer, juste en les signant au nom du collectif hétérotrophe. On les a fabriqués de A à Z et on les a distribués un peu sous le manteau, comme ça. Voilà. On a fait ça tellement par-dessus la jambe que j'ai dû utiliser une bourse d'écriture pour payer l'imprimeur parce qu'on n'avait pas bien prévu les budgets. Mais... Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, en dehors du marché, quoi. Ça, c'est important.
Moi, j'ai découvert votre livre dans les Arocs. À l'époque, on parlait des nouveaux auteurs de la rentrée. Et j'ai lu votre livre. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a interpellé. Donc, je dis comment un journal aussi bobo, finalement, parle de ces thèmes un peu plus périphériques. Ouais, on va dire Moi, ça m'a bien parlé parce qu'effectivement, je suis aussi fils d'ouvrier. J'ai fait quelques activités dans l'horlogerie également, pas beaucoup de succès. Mais voilà, en tout cas, mon père me parlait beaucoup des ouvriers français qui venaient des frontaliers qui venaient de Besançon pour venir travailler au local. Ouais, exact. Et ça amène quelque chose un peu de... Voilà, comment une personne peut faire autant de kilomètres pour venir travailler. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé votre lecture, votre écriture, parce que j'ai retrouvé un peu, j'ai pu mettre des images, sur des mots finalement, des mots sur cette partie en fait qui est assez importante de notre société, du monde frontalier. Donc moi je reviens à ma question, c'est quel a été l'impact finalement? Alors en Suisse, on peut le comprendre parce qu'on est habitué aux frontaliers, aux usines, souvent de manière assez peut-être négative, les frontaliers sont venus en Suisse. Mais comment a été reçu votre livre, je ne sais pas, au centre de Paris par exemple? Est-ce que ça a parlé aux gens ou quelles ont été leurs réactions? C'est ça, oui, alors je crois que ça a parlé. On pourrait parler des Inrocks. C'est toujours assez drôle, c'est que pour le prix des Inrocks, mon précédent livre aussi. Enfin, c'est toujours un peu mystérieux, mais j'ai une très bonne attachée presse. C'est Maud qui va déjeuner avec les journalistes et qui vend aussi très bien mon livre. C'est aussi là que ça se décide, malheureusement. Sans doute que c'est pas un mauvais livre aussi pour ça qu'ils en parlent, mais c'est pas que ça, je pense. Merci d'abord pour votre remarque, ça me touche. Moi, j'aime bien quand les gens me parlent de leur lecture. Alors, quel est l'impact de ce livre en France? Alors, moi, je savais quand je l'écrivais celui-ci, c'était pas mon premier. Je savais que j'étais publié à Paris. Je savais que mon premier livre avait déjà eu une certaine audience en France, en Suisse et en Belgique. D'ailleurs, mon premier, c'était mieux vendu en Belgique qu'en Suisse. C'est un mystère. Je suis allé une fois à Charleroi faire une lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand monde à Charleroi, parce que la ville a été désertée. Mais bon, voilà. Donc, je savais que je me préparais à une sorte de double réception, d'une certaine façon. Je savais qu'il allait y avoir une réception française et une réception suisse. Je savais qu'elle n'allait pas porter exactement sur la même chose. Et je savais que c'était au fond pas très important. C'est-à-dire que je savais que la question frontalière, elle allait être importante en Suisse et pas importante en France. On allait plutôt avoir une dimension ouvrière au sens large en France. En gros, c'est ça. Parce que vu depuis la France, le phénomène frontalier, qui d'ailleurs est le même en Belgique et en France quand on va vers le Luxembourg, par exemple, c'est très proche. Donc, comment est-ce qu'il a été aussi reçu en Belgique et dans le Grand Est? C'était aussi parce que les gens vont travailler dans le Luxembourg, donc ça leur parlait aussi, d'une certaine façon. Mais c'était vu le phénomène frontalier comme une sorte de phénomène paroxystique du capitalisme contemporain. C'était au fond je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu alambiqué comme formule, mais en tout cas, c'était la France en plus exagérée. C'était les rapports de force, les rapports de classe entre le patronat et les employés, de façon un peu plus exagérée, de façon plus violente. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sont moins protégés, enfin voilà, tout ça. Donc je pense qu'il y a plutôt une lecture ouvrière au sens large. Et on pourrait parler de ce que c'est que d'écrire un texte qui parle au fond du monde ouvrier en France. C'est assez différent de ce que ça peut être en Suisse, même si dans les deux pays c'est quelque chose de relativement rare, et même de tout à fait rare. Mais voilà. Et puis il y a eu sans doute une dimension documentaire aussi, c'est-à-dire que simplement il y a des gens qui ont appris qu'il y avait ça qui se passait, quoi.
plus ou moins, même si ça reste une fiction, parce que ce n'est pas un documentaire. Voilà. Mais ça rejoint votre remarque par rapport aux Inrocks, c'est-à-dire que d'une certaine façon, comment, hein, appelons-le par ce qu'il est, un bourgeois parisien, comment la bourgeoisie culturelle de Paris ou des métropoles françaises qui constituent une grande partie des lecteurs, en fait, particulièrement des éditions de l'Olivier. Enfin voilà, je suis au courant des gens qui lisent mes livres, en France en tout cas. Eh bien, ça lui fait quoi de lire cela? Ça, je sais pas. Je pense que, d'une certaine façon, pour un journaliste, mettre en avant ce livre, c'est aussi se donner bonne conscience. Mais j'ai pas envie d'être complètement ironique, parce que peut-être que ce journaliste, il est dans le même cas que moi, parce qu'il a un papa ouvrier qui ne comprend pas toujours très bien, et qu'au fond, c'est aussi un geste de lecteur fort qu'il fait dans ce cas, ou peut-être qu'il a un grand-père ouvrier, parce que là, pour le coup, si on remonte aux grands-parents, tout le monde à peu près a des grands-parents paysans ou ouvriers, ou si c'est pas le cas, ça veut dire quelque chose sur la place qu'on occupe dans la société, en général. Mais restons au degré simple des parents. Ouais, c'est... Ouais. Mais par contre, on est peu à avoir écrit là-dessus, encore aujourd'hui, et c'est pas un hasard, c'est pas parce que le sujet n'intéresserait pas. C'est-à-dire qu'au fond, le sujet, il intéresse les gens qui ont la même trajectoire que nous, on va dire nous deux, tu vois. Mais ça va pas être un sujet sur lequel, bien sûr, vont écrire, ou des questions sur lesquelles vont écrire des gens qui n'auraient pas cette trajectoire sociale-là. Et je vais pas leur retenir rigueur, c'est bien qu'ils ne parlent pas de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est très bien. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît. Ayez cette politesse, ayez cette élégance. Ayez ce désir de justesse-là. Et ça veut bien dire que si on parle peu des employés, on parle peu des ouvriers, on parle peu des immigrés, on parle peu des pauvres, on va dire, au sens large, on parle peu des dominés dans la littérature francophone, c'est bien parce que la littérature francophone est écrite par des privilégiés. Et là, je l'ai senti assez fortement qu'il y avait un décalage très puissant entre moi et mes lecteurs, entre moi et beaucoup de lecteurs que je pouvais rencontrer dans les librairies, par exemple. J'ai fait beaucoup de librairies. Entre moi et mes éditeurs, entre moi et mes collègues, écrivains. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se parler, parce qu'au fond, je suis comme eux. J'ai aujourd'hui la même vie qu'eux. Mais voilà. Et je pense qu'au fond, ça a déterminé beaucoup de choses dans ma réception. C'est-à-dire que la réception, notamment dans la presse, a été une réception quasiment exclusivement thématique. C'est-à-dire qu'on avait parlé des frontaliers, on avait parlé de musique, on avait parlé de ces choses-là, de chansons qu'on répète un petit peu en boucle en France comme en Suisse, la soi-disant fin de la classe ouvrière, ce genre de choses. Mais par exemple, on n'avait pas parlé de littérature, on n'avait pas parlé de la langue, on n'avait pas parlé de la phrase, on n'avait pas parlé du rythme de la phrase, etc. Et ça a un mot, ça s'appelle du mépris de classe. C'est-à-dire qu'en fait, un écrivain qu'on pourra qualifier de styliste, ce ne sera pas un écrivain d'origine prolétaire. Moi, en tant qu'écrivain d'origine prolétaire, on m'assigne au roman social, on m'assigne au réel, on m'assigne à défendre la vie de mes proches, à raconter leur vie, on m'assigne à raconter le réel tel qu'il est. Vous voyez. Alors que je pense, et j'en suis persuadé, que si je n'étais pas fils de prolétaire, on pourrait se concentrer sur autre chose. On pourrait dire que par exemple là, Thomas Flao écrit bien. Je sais pas je crois que ça va en fait. Je crois que j'écris pas trop mal même. Peut-être qu'on se concentrera sur d'autres choses, vous voyez. Et donc ce que j'ai pu constater après 1 an et demi de promotion, c'est que ce livre a été extrêmement bien reçu, mais qu'on m'a très peu souvent parlé de littérature. Alors c'est hyper bien j'aime beaucoup quand on me dit ce livre a fait écho à ma propre vie, à ma propre trajectoire. Je trouve ça puissant, et c'est aussi pour ça qu'on écrit. C'est pour ces rencontres, en espérant que ces rencontres adviennent. Mais voilà, c'était plutôt par rapport aux Inrocks, quoi. Comment est-ce qu'il parle de moi ? Il parle de moi comme du prolo de service, en fait.
sais pas, genre, il m'assigne à la politique, il m'assigne au roman social. Je le renie pas complètement en fait, hein, parce que je suis écrivain et communiste, on va dire. Pour le coup, le côté politique, je le renie pas complètement, mais il n'y a pas que ça. Je suis avant tout, je pense, un écrivain de fiction. Voilà, ça me travaille en ce moment, c'est pour ça que j'en parle. Par exemple, c'était ouf. Il y avait une sélection de 3-4 écrivains de moins de 30 ans dans le magazine Têtu, donc le magazine gay. Et puis, c'était un peu... d'abord, ils détaillaient notre physique et en quoi les journalistes nous trouvaient attirants. Ça, c'est une particularité de Têtu. Hein, parce qu'ils érotisent tous leurs sujets. Bon, ça, ils m'ont pas demandé de me poser nu, donc c'est à l'aise. J'étais juste dans une chemise trop grande. Par contre, il faisait de moi un personnage, et je le voyais bien. C'était genre un peu... le personnage, c'était genre... il y en avait un, c'était le beau gosse, et moi, j'étais le prolo, quoi. Bon, c'est marrant, mon père, et ça l'a bien fait rire, quoi. Parce qu'il voit bien que je sais pas faire grand-chose de mes mains. Mais donc, voilà, cette question, je me dis qu'il va falloir, moi, parce que je continue d'écrire, parce que j'aime ça, j'aime beaucoup ça, et c'est ce que j'aime vraiment faire le plus au monde, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Mais il va falloir que je m'arme un peu pour la suite, et savoir comment est-ce que je vais me positionner par rapport à cette assignation au roman social, cette assignation au réel, et comment je vais pouvoir revendiquer au fond la liberté d'auteur qui est de faire exactement ce que je veux. Ça va pas être facile, j'ai l'impression. Oui. J'ai entendu le mot transfrontalier ou transfrontalité, voilà, bon, on va dire comme ça. D'après ce que j'ai compris, vous ne saviez pas l'allemand. Qu'est-ce qui vous a fait passer la frontière suisse? Je veux bien, oh là, je suis vraiment... Vous avez bien dit que l'association, vous êtes le seul Français, donc qui est transfrontalier, entre guillemets, c'est vous qui êtes le seul élément non suisse. Ouais, c'est ça. Bon, premièrement, puis deuxièmement, changement de langue. Pablo Jacob vit à Lyon. Oui. Pablo Jacob est suisse, mais vit à Lyon. Ouais. Bon, si je suis arrivé en Suisse, c'est pour étudier. Je suis arrivé en Suisse pour cette école, et ensuite je suis resté. L'Institut littéraire suisse à Bienne. Bienne, oui, donc il y a du français. Oui, moi j'étais francophone là-bas. Parce qu'à un moment, vous avez dit Berne, j'avais mal compris. Oui, en fait, ça fait partie de la Haute École des Arts de Berne. Ah, c'est la Haute École des Arts, mais c'est Bienne. C'est la Berner Fachhochschule. D'accord. Mais c'est à Bienne, alors. Et puis, alors il y a français. Ça, c'est à Bienne, ouais, parce que c'est une section bilingue. Ça répond. Il n'y a pas beaucoup de francophones. Il y a tendance à y en avoir un petit peu plus. Voilà. Ok, d'accord. C'est pour ça que je suis arrivé là. Je connaissais un peu le coin parce que mon papy, il a été frontalier longtemps, mais ensuite il s'est installé à Drémont pour travailler à Suisse Metal. Voilà. Je connaissais un peu le coin quand même, j'y allais le week-end. Puis mes grands-parents m'amenaient nourrir les cygnes à Bienne. Alors, je vais te parler d'écriture. Ouais, avec plaisir. Au niveau du rythme lié aux machines, tu as travaillé spécialement ça en rapport avec ce rythme des machines. J'ai beaucoup aimé le stator, rotor, etc. Avec le looper, ça c'est vraiment super. Dans le texte lui-même, comment est-ce que tu fais ressortir ce rythme? C'est une question importante parce que en fait, c'est une tautologie de dire ça, c'est une évidence. Mais le fond et la forme, ça se coud ensemble dans l'écriture, et donc les questions de forme sont elles aussi des questions qui impliquent la fiction, qui impliquent la narration, qui impliquent aussi on va dire la politique aussi. C'est-à-dire la politique, c'est entendu dans la façon dont on va retranscrire le réel et les moyens qu'on se donne pour cela. Donc la stratégie, on va dire, pour retranscrire le réel. Et le français littéraire, c'est quoi? Moi, je suis pas Jean d'Ormesson, mais quand même. Le français littéraire, quand on l'écrit, c'est une langue soignée, c'est une langue
qui fait généralement le pari de la richesse lexicale. Un écrivain qui écrit bien, c'est un écrivain qui utilise beaucoup de mots. Moi, il m'arrive qu'on me dise que j'aurais une écriture adolescente, par exemple, parce que je tente de rester quand c'est pas on va dire, quand c'est pas une sorte d'écart diastratique, enfin, quand c'est pas des mots empruntés à un lexique professionnel, par exemple, pour dire complètement c'est quoi un rotor, c'est quoi un stator, c'est quoi une bobine. J'essaie d'utiliser des mots plutôt simples. La question est quelle langue je peux choisir d'utiliser, quels outils poétiques pour donner à sentir cet univers de la répétition du même à l'infini qu'est la chaîne. Que la chaîne, c'est la même chose toutes les nuits. Il se passe tout le temps la même chose, tout au long de la nuit. Il arrive toujours les mêmes choses. Donc quand on l'a raconté une fois, on les a toutes racontées. À partir de là, j'aurais pu faire le choix de la poésie au sens un peu naïf du terme, c'est-à-dire de faire des jolis mots, des mots compliqués, de fleurir et d'orner un petit peu ce récit de l'usine, où je peux faire le parti d'une langue qui essaye de ne pas j'essaie de trouver un mot un peu fort, qui essaye de ne pas trahir ce vide, qui essaie de ne pas trahir cette répétition infinie, qui essaie de ne pas trahir la violence et la cruauté de l'expérience de la chaîne. Parce que ce serait incroyable d'arriver au fond avec cette langue littéraire et fleurie qui est une langue bourgeoise, donc qui est aussi un outil de violence symbolique, d'arriver et puis de l'écraser, d'écraser mon expérience de l'usine avec cette langue. Donc il a fallu trouver une langue simple, une langue qui fasse la part belle à la répétition, à ce genre de choses, pour raconter ça, mais aussi que ce soit pas chiant. C'est un peu toujours l'enjeu, quoi. Que ce soit pas chiant à crever, que voilà. Moi j'ai tendance à penser que lorsqu'on répète 2 fois un mot dans un texte, c'est une erreur, mais quand on le répète plus de 3 fois, c'est que c'est voulu. Donc autant le répéter 10 fois. Mais faut faire, par contre, il va falloir faire en sorte que l'éclairage, la lumière, c'est toujours un petit peu différent. C'est-à-dire que même si les mots se répètent, qu'on les observe d'une façon un petit peu différente à chaque fois. Et ces lumières différentes, cet éclairage différent, c'est mon éditrice qui dit que mon écriture, au fond, elle cherche toujours des lumières un petit peu différentes, des intensités de lumière et des angles toujours un petit peu différents. Ce qui m'a permis de le faire, c'est aussi parce que le texte ne se passe pas qu'à l'usine, il y a aussi d'autres endroits. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais, en gros, pour donner l'histoire de ce texte, c'était un texte un peu autobiographique sur la façon dont j'avais vécu l'usine, et puis c'était chiant, et puis ça menait nulle part. Donc j'ai abandonné et j'ai tenté de trouver autre chose. Ce que j'ai pu trouver, c'était d'abord d'inscrire l'usine dans un cosmos, on va dire, plus large. Pourquoi ? D'abord parce qu'au fond, l'usine que je raconte, c'est plus l'usine des années 60 ou 70. C'est plus l'usine dans laquelle est née la classe ouvrière et qui est le centre de sa vie et de sa socialisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va appeler le prolétariat, il n'est plus vraiment dans les usines. Il est dans les centres, dans les ORP, dans les pôles emploi, ou France Travail, comme va les renommer Emmanuel Macron. Il est là-dedans, il est dans les entrepôts Amazon, voilà. Il est au RSA, bloqué chez lui parce qu'il ne peut pas mettre de l'essence dans sa voiture. Il est dans les angles morts du monde. Il n'est plus dans les usines comme avant. Et donc avoir un roman dont le centre était l'usine, c'était aussi, d'une certaine façon, fantasmer un petit peu et trop flatter, trop brosser dans le sens du poil mon propre mythe ouvrier. Donc il fallait que l'usine soit au milieu d'un cosmos, une constellation de beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'autres choses, c'est le club de foot qui a disparu mais qui était présent dans une première version. Il y avait des moments qui se passaient dans le club de foot. Ça peut être la forêt en Haute-Saône où on va faire une rave. C'est-à-dire juste qu'on met un camion avec une sono et qu'on fume des joints.
Ça peut être la route sur laquelle on roule beaucoup trop vite à moto, qui est très importante dans ce texte, et ça peut être, et surtout, c'est le quartier, la cité, qui est celle dans laquelle j'ai grandi moi-même. Enfin, une cité proche, en tout cas. Et donc voilà, par contraste, d'une certaine façon, l'écriture de l'usine, je peux dire, ben, en fond, voilà, l'usine, c'est ça, parce que c'est pas que, ce serait pas mon style d'écrire comme ça. Vous voyez, pour l'usine, j'emploie cette langue, elle change un petit peu, les outils sont un petit peu différents lorsque je parle de la moto, lorsque je parle du quartier, lorsque je décris, et puisque c'est au centre de ce livre, lorsque je parle de ce que c'est que d'être amoureux, ce que c'est que d'aimer quelqu'un. C'est vraiment au centre de ce bouquin quand même. Donc voilà, voilà comment je m'en suis sorti.